Bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout doucement avec ce webinaire Checklist Transition. Donc, comme pour ceux qui ont l'habitude d'être là, on va vous demander de bien couper vos micros. Il n'y a pas de souci pour intervenir, il faut simplement lever la main virtuellement avec Teams. Et sinon, pour poser les questions, on évite les questions dans le chat parce que c'est pas très pratique pour nous de remonter dans le chat en même temps. Donc, on centralise tout sur Slido. Donc, vous pouvez y accéder via le QR code. Moi, je le vois un peu flou, mais bon, je crois qu'après, ça devrait marcher. Sinon, il apparaît sur toutes les slides. Hein, vous verrez par la suite. Et sinon, vous pouvez simplement passer par le site internet et mettre le code EIC Transition pour accéder à l'endroit où vous pouvez mettre vos questions. Donc, on va d'abord se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Pour ma part, je suis Elsa Urquizar, je suis la coordinatrice du point de contact national, c'est-à-dire que je suis à 100% sur cet emploi-là et je suis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je suis accompagnée de Chiara et de Laurent qui sont ici et qui ont tous les deux, qui sont à 40% en tant que PCN et tous les deux une autre casquette que je vais le laisser se présenter très rapidement si vous voulez bien. Oui, pour ma part, je suis employée par l'université de Lille où, je travaille en tant qu'ingénieure de recherche, en appui à la stratégie, et au montage de projets. Bonjour, et pour ma part, je suis employé à la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté dans le réseau Enterprise Europe Network, accompagnant les PME sur les dispositifs européens. Merci à tous les deux. Du coup, vous pouvez nous écrire derrière, enfin à l'adresse générique, on est tous les trois derrière. Et sinon, pour suivre l'actualité, il y a aussi une liste de diffusion, il y a un lien à la fin. Mais sinon, plus rapide, pour pas, si vous n'êtes pas très mail, ça va être sur LinkedIn où on publie systématiquement et qu'on partage avec nos collègues du PCN EIC Accélérateur, donc le troisième instrument de l'EIC. Donc voici le programme de la journée. On va faire un rappel rapide sur le transition parce que pour rappeler un peu la particularité des webinaires checklist, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont déjà en train de rédiger le transition, qui sont normalement qui ont assisté ou qui connaissent par d'autres moyens de transition ou qui ont assisté à notre webinaire plus généraliste qu'on fait beaucoup plus tôt quand même, pas 2 semaines avant la deadline. Et après, on va rentrer dans les points d'attention, donc la candidature et donc plus particulièrement la partie A, qui est la partie administrative, et puis dans la partie B, donc la partie scientifique, le cœur du sujet, et le document qui est aussi le document scientifique. Et puis, on va faire une checklist finale pour récapituler tout ça et pour vous s'assurer que vous n'oubliez rien. Sinon, il y a le replay si vous avez des doutes sur certains points, parce qu'on va essayer de passer rapidement sur le transition, il y a le replay de notre webinaire où on rentre plus dans les détails de la philosophie du transition qui s'est déroulé le 21 février. Donc, plutôt rapidement sur le rappel des transitions. D'abord, qu'est-ce que l'EIC? C'est le Conseil européen de l'innovation. L'objectif, si on raccourcit, on va dire, c'est de faire de l'Europe un leader en innovation, faciliter et dérisquer des technologies qui demandent des gros financements qui pourraient être très, très intéressantes de moyens, enfin, pour l'économie, pardon, mais aussi pour la société européenne et qui est donc trop risqué pour l'instant pour les investisseurs privés. Donc, l'EIC se propose vraiment comme une alternative en termes de financement. On va retrouver dans tous les différents instruments de l'EIC, donc Pathfinder Transition Accélérateur, d'un système hybride avec des appels open qui sont des appels blancs auxquels vous pouvez déposer n'importe quelle thématique à condition que vous respectez les différents critères d'éligibilité et la philosophie en fait du projet, de l'instrument. Mais c'est ouvert à tout domaine technologique. Et après, on a les appels top-down qui sont les appels challenge, donc thématiques fléchées, qui là répondent à des priorités de l'Union européenne, de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment le but d'être assez complémentaires. Les bottom-up, ça laisse l'opportunité aux communautés d'innovateurs et de chercheurs de faire remonter des priorités. Et les challenges, c'est plutôt la politique européenne qui a des priorités et qui souhaite les retranscrire à travers des appels à projets. Donc, nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur le transition. Les principes du transition, c'est de transformer des résultats qui ont un gros potentiel en innovation. Donc, c'est vraiment un appel qui porte très bien son nom, mais qui est hybride, car il y a
là, on va essayer de développer en parallèle la maturation de la technologie, et ça veut dire aussi de la validation de la technologie dans un environnement d'application. Mais en parallèle, on va aussi développer tout ce qui est business plan, le but de monter l'échelle de cette technologie, prévoir l'après, c'est-à-dire que la prochaine étape d'une transition, c'est d'aller sur un accélérateur. Pour ceux qui ne connaissent pas un accélérateur, c'est de la levée de fonds, c'est l'objectif de simplement lancer le produit sur le marché. Donc, c'est vraiment d'un côté le développement technologique, de l'autre côté le développement business. Et donc, toutes ces activités-là sont bien sûr éligibles en termes de coûts dans le projet. Donc, on va avoir de la recherche encore, on va avoir de l'activité de validation, du développement technologique, et on va aussi aller sur des études de marché, de l'analyse de rentabilité, des perspectives d'évolution, la gestion de la propriété intellectuelle. Et l'objectif à la fin, c'est d'avoir une technologie dont l'efficacité est démontrée dans son environnement d'application, qu'on ait un modèle commercial qui est validé, avec un plan d'affaires sur son développement jusqu'au marché, et puis qu'on être prêt à l'étape suivante, tout simplement. Donc, en soi, en termes de TRL, pour ceux à qui ça parle plus, on va être sur un TRL 6 environ à la fin. Donc, on va aller rapidement sur les résultats. Donc, transition de 2021, donc ce n'est pas les plus récents. Il y a eu quand même beaucoup de projets inéligibles. On a un taux de succès qui est quand même beaucoup plus élevé que les autres appels qu'on peut connaître pour le IC, notamment le Pathfinder, si vous connaissez le Pathfinder. On a su autour des 13-18% de taux de succès. On a eu 42 projets et beaucoup plus en open, mais ça, c'est quelque chose qui est attendu de manière générale. Ça se voit dans le budget quand on voit le budget en amont. En France, on n'a pas eu de coordination cette année-là. On a quand même eu 6 partenaires, un total de 2 millions. On remarque qu'en 2021, mais c'est exactement la même chose pour les résultats de 2022, c'est juste qu'on n'a pas les jolis graphiques qui vont avec. Moi, ça a été confirmé à l'oral. Les 3/4 des, la majorité des projets transition viennent de projets ERC-POC, donc Proof of Concept. Donc, ça reste quand même l'appel qui est le plus successful, qui donne le plus de projets transition à terme, c'est les ERC-POC pour l'instant, et ça se confirme 2 années de suite. Après, ça ne veut pas dire que c'est une règle. On voit quand même que les faits sont quand même bien là aussi, hein, mais voilà. Et en 2022, donc, on a eu 7 coordinations françaises, 15 partenaires, donc on a vraiment une belle remontée. Les taux de succès sont quand même assez différents quand on voit le transition open a légèrement baissé, on est passé à plutôt du 11%, et le challenge a augmenté, si je ne dis pas de bêtises. Non? Oui, légèrement, très légèrement, on passe de 18 à 19,50. Voilà, 54 projets retenus, donc il y en a quand même plus. Et voilà, et donc on a 2 cut-off, on voit à peu près à peine plus de dépôts sur le open en deuxième cut-off, mais quand même une 50aine de plus. Et pareil, sur le challenge, on voit plus de dépôts dans le deuxième cut-off. Et encore beaucoup de projets inéligibles, même si la France, on n'est pas très concerné, mais surtout, il faut bien regarder. Voilà, on met un point d'honneur là-dessus pour le fait que ça peut être dommage de passer du temps sur un projet. S'il est inéligible, il n'est même pas évalué. Donc, il peut soumettre, alors j'espère que vous le savez, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez bien avancé, mais on va rechecker ça ensemble. Soit monobénéficiaire, donc monobénéficiaire, ça va jusqu'au... c'est des entreprises qui sont des PME. Je crois que ça ne peut pas être plus gros qu'une mid-cap. Je crois que les mid-cap ne sont même pas éligibles. J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, on va dire que PME, c'est le grand maximum. Il faut que l'entité soit dans un pays associé ou un member state ou un pays associé, pardon. Je me mélange avec nos acronymes. Bon, ça, a priori, ça devrait aller vu que vous êtes des entités françaises. Sinon, vous pouvez être 2, mais de 2 pays différents. Ça, c'est toujours la règle, pays associé ou État membre. Et sinon, consortium de 3 minimum, avec 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. Par contre, maximum 5 entités. C'est une règle stricte. Et c'est une volonté aussi, tout simplement, de réduire les consortiums parce qu'à la fin, il n'en restera plus qu'un, vu qu'on vise à aller potentiellement sur un accélérateur ou l'équivalent d'un accélérateur. C'est-à-dire qu'il y aura une entreprise qui portera la technologie. Donc, le but étant de réduire au maximum déjà les consortiums. Attention aux pays associés, notamment le Royaume-Uni, qui n'est pas associé pour l'instant. Voilà, si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation de faire partie du consortium précédent et non plus d'être propriétaire des droits de propriété intellectuelle que vous allez exploiter. Il faut simplement avoir l'autorisation et à montrer l'autorisation parce que vous allez devoir soumettre... Enfin, quand vous soumettrez votre projet, vous allez devoir accompagner une lettre du propriétaire des résultats qui atteste qu'il vous en laisse l'exploitation.
Et on voit quand même que dans le secteur, enfin que le secteur privé est assez représenté, notamment en 2022, où les entreprises représentent 51% des participants et 65% des coordinateurs. De cut-off, bon, il y en a un prochainement, 12 avril, et sinon 27 septembre. Les budgets moyens qu'on peut voir, même si en soi c'est 2,5 millions strict, c'est-à-dire que ce n'est pas comme peut-être d'autres appels que vous connaissez où c'est 2 millions, c'est 3 millions, mais vous pouvez dire ce que vous pouvez proposer ce que vous voulez. Là, c'est 2,5 millions et ça se voit parce que finalement les budgets moyens restent bien en dessous quand même des 2,5 millions. On est à 2,3 millions et la durée, elle est entre 12 et 48 mois et on voit que la moyenne est entre 35 et 32 mois. Donc voici les budgets. Après les budgets, ça parle pas énormément, mais au moins ça vous donne un titre indicatif, est-ce qu'il y a une certaine stabilité ou pas. Et du coup, je vais passer la main à Chiara. Merci. Merci Elsa. On passe au deuxième point de cette présentation, dans lequel nous voulons attirer votre attention sur la partie qui concerne les éléments de candidature et notamment le Funding and Tender Portal. Si vous êtes là, c'est parce que probablement vous êtes en train de soumettre. Et dans le cas où vous avez des questions, des soucis sur ce point, on va dire technique, administratif, n'hésitez pas aussi à lever la main, à interrompre pendant la présentation, puisque nous ne sommes pas très nombreux. Donc, vous le savez peut-être déjà, mais pour rappel, les éléments de la candidature d'une proposition à l'EIC Transition, Open et Challenge, comprennent deux parties. Une partie A, administrative, qui est remplie en ligne et générée automatiquement sur le portail de soumission, le Funding and Tender Portal. Et la partie B, qui est la partie scientifique narrative de la proposition et qui comprend 3 sections, excellence, impact et mise en œuvre, qui sont le pendant des critères d'évaluation, comme on le verra après, et qui est rédigée à partir du template que l'on trouve aussi sur le Funding and Tender Portal. Donc, la soumission se fait de manière électronique uniquement sur le Funding and Tender Portal. Laurent, juste après, illustrera de manière plus détaillée les éléments de la partie B. N'attendez pas, concernant la partie A, n'attendez pas la dernière minute. Il y a des éléments importants qui est bien de prendre le temps de réfléchir et travailler. On va vous laisser ici le lien au Funding and Tender Opportunities Portal. C'est le portail de la Commission européenne. Si vous faites partie d'une structure qui a un service d'accompagnement au montage de projets, contactez-la si ce n'est déjà fait, pour qu'il soit au courant de cette soumission et qu'il puisse vous accompagner aussi dans ces démarches. La première démarche, il faut se connecter au portail, sélectionner l'appel concerné. Attention, il y a une ligne d'appel différente pour chaque challenge de l'EIC Transition. Et bien sûr, une autre ligne aussi pour l'EIC Transition Open. Et ensuite, il faut créer le draft de la proposition avec le titre, acronyme, organisation coordinatrice et contact principal. C'est des informations qui, on va dire, vont être transmises pour information à l'organisation coordinatrice et qui peuvent, sur lesquelles on peut pas trop revenir, mais néanmoins, voilà, on peut aussi évidemment annuler, effacer le projet et commencer une nouvelle soumission au besoin. Ces premières étapes franchies, on arrive à la partie 4, on l'appelle, qui permet de créer les partenaires et des éventuelles entités affiliées à chaque partenaire, au partenaire. Et qui permet également de gérer les personnes contacts pour chaque partenaire. Donc, on peut ajouter les personnes contacts qui seront donc officiellement contactées par la commission pour toutes les démarches administratives éventuelles. Une fois ces étapes préliminaires franchies, on arrive sur la page principale où on trouve en haut à gauche les jours qui restent avant la deadline ou le prochain cut-off plutôt pour l'EIC Transition.
et où notamment, on peut accéder en cliquant sur le bouton ici. Moi, je vois un petit décalage, mais c'est le bouton ici pour éditer la partie administrative. Voilà, qui permet d'éditer le formulaire administratif en ligne. Dans ce formulaire administratif, il y a différentes parties. La première concerne des informations générales du projet et notamment le titre qu'on suggère de choisir pour qu'il soit le plus possible compréhensible aux non-spécialistes. La durée, les mots-clés libres autant que nécessaire. Vous pouvez choisir autant de mots-clés libres que nécessaire par ordre d'importance. Donc, en commençant par le mot-clé libre le plus représentatif et le plus significatif pour votre projet. Ensuite, il faut choisir au moins 3 et maximum 6 mots-clés guidés. Donc, on les appelle les descripteurs et qui sont au choix dans une liste, dans des menus déroulants qui s'affichent dans la partie plus en bas. Prenez le temps de bien choisir les mots-clés libres et les descripteurs. C'est en fonction de ces mots-clés libres que votre projet va pouvoir être caractérisé par le président du comité pour solliciter les experts externes et pour attribuer votre projet à l'évaluation des évaluateurs les plus pertinents. Ensuite, juste après, on trouve l'abstract, le résumé du projet, qui devra faire maximum 2000 caractères. C'est un résumé qui ne sera pas confidentiel, donc veuillez bien à ne pas y renseigner des informations confidentielles. Le résumé doit permettre effectivement d'apprécier les objectifs du projet, la méthodologie, comment ils vont être atteints, quelles seront les actions clés pour atteindre les objectifs du projet, et bien évidemment la relevance, la pertinence pour le programme EIC Transition. Le résumé est la vitrine de votre projet. C'est aussi avec les mots-clés, avec le résumé que votre projet va être attribué pour l'évaluation. Donc, soyez extrêmement précis et clair quand vous expliquez quels sont les objectifs, le domaine de votre projet. Soyez également clair, dynamique. Veillez à prendre du temps pour très bien écrire le résumé, parce que c'est aussi la vitrine et c'est la première chose qu'un évaluateur va lire de votre projet. Et c'est ce qui probablement permettra de se souvenir de votre projet une fois qu'il aura évalué 10, 20, peut-être 30 projets d'affilée sur une journée. On dit souvent « faites rêver » avec le résumé. Ensuite, quand on continue dans la partie A, on arrive à la deuxième section qui concerne les participants au projet et où on retrouve la liste qui est générée automatiquement en fonction de ce qui a été renseigné dans la partie 4. Chaque bénéficiaire et entité affiliée aura des informations à renseigner. Donc, si vous avez des partenaires dans votre projet, devront se connecter pour renseigner la liste des personnes impliquées dans le projet, une liste de publications, de brevets ou autres objectifs clés qui ont pu être réalisés. Donc, il faudra choisir 5 publications, éventuellement 5 brevets, etc. Et il faut aussi renseigner le rôle de chaque organisation participante dans le projet, parmi une liste où il faudra cocher des cases. La troisième partie de la partie administrative concerne le budget. C'est un budget très synthétique dans lequel chaque organisation participante a une ligne et doit renseigner le budget correspondant à chaque colonne. Dans la case qui correspond au personnel permanent et CDD, c'est les personnel costs. Il y a une case correspondant à la sous-traitance sur laquelle des coûts indirects ne sont pas générés automatiquement. Vous le savez peut-être, des coûts indirects de 25% sont automatiquement ajoutés
à votre proposition et font partie du budget global, du coût complet de votre projet, et qui doit donc rentrer dans les 2,5 millions. Il y a la partie des purchase costs, donc les coûts liés aux missions, à l'achat d'équipements, et attention, c'est l'amortissement des équipements qui sont achetés en fonction des règles de votre organisation, des consommables, des coûts liés à la dissémination, etc. À noter, peut-être vous le savez déjà, mais c'est intéressant de le redire, le taux de financement est 100% pour tous les participants, y compris les participants privés. Quelques points importants dans le budget, vous l'avez vu, c'est une vision très synthétique qu'on donne dans la partie A. Quelques détails supplémentaires du budget sera à donner, à fournir dans la partie B, notamment le détail des personnes mois par work package impliquées, le détail de la sous-traitance, facturation interne et in-kind contribution per participant. Il y a des tableaux attitrés à ce sujet dans la partie B. Et les purchase costs uniquement si la somme des purchase costs dépasse le 15% des coûts des personnels. Chaque entité affiliée aussi a sa propre ligne. Et voilà, sinon pour le reste, c'est les IC Transition, ce sont des projets de type RIA, Research and Innovation Action, avec les mêmes règles standards que pour tous les projets collaboratifs d'Horizon Europe. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre cellule de support si vous en avez. Alors, si un des partenaires n'est pas un État membre ou un pays associé, pensez bien à mettre 0 € dans la colonne Request Due Contribution. Ensuite, la quatrième partie du document administratif concerne les questions liées à l'éthique et à la sécurité. Donc, pour l'éthique, il y aura des cases à cocher en yes si vous êtes concerné par les aspects décrits par la question. Et dans ce cas, à rentrer le numéro de la page correspondant, le numéro de la page de la partie B, où vous traitez, vous expliquez cette question de l'éthique. Et ensuite, il faut remplir l'espace pour le Ethic Self-Assessment, dans le cas où des points d'éthique sont soulevés par votre projet. Concernant la recherche clinique, si vous êtes concerné par de la recherche clinique, il faut indiquer le nom de chaque étude et compléter le document prévu à cet effet, qui est téléchargeable à partir de la page du Participant Portal, la page sur laquelle on peut cliquer le bouton pour la partie A. Et uniquement si vous remplissez ce document pour les études cliniques, on peut le télécharger, le uploader sur le site dans la ligne concernée. On ne peut rien uploader d'autre que ce document sur cette ligne. Voilà, j'arrive à la fin pour la partie A. Je laisse la parole à Laurent pour la suite. Alors, rebonjour, je tente de prendre le contrôle, ça m'a l'air d'être bon, ok. Alors, on va passer à la partie B. Donc, la partie B, c'est la partie document scientifique et technique que vous devez donc télécharger dans l'endroit prévu à cet effet. Alors, hop, donc lorsque on revient sur cette page, lorsque vous avez ouvert hein, le call, donc vous avez ici les trois lignes sur lesquelles vous allez pouvoir télécharger, enfin uploader, excusez-moi l'anglicisme, mais charger sur le site la partie B une fois que vous l'aurez fini. Et pour la rédiger, vous avez donc sur l'onglet que l'on vous montre à gauche le template que vous devez utiliser. Alors peut-être un rappel à ce stade sur le système d'évaluation et qui va, je dirais, être un guide pour vous dans la rédaction de la partie B. Donc le IC Transition, c'est une soumission qui se passe en 2 étapes. Donc vous allez soumettre votre dossier complet tel qu'on le décrit ce matin. Et ensuite, ce dossier va être… alors déjà, première chose, et je réinsiste, je crois qu'Elsa et Chiara en ont parlé, mais je réinsiste, parce qu'on en voit encore beaucoup, hein.
première chose, vous allez avoir une évaluation déjà de l'éligibilité de votre proposition. Donc, ça a été dit, mais je le redis une troisième fois, bien veiller à ce que vous soyez titulaire ou bénéficiaire des résultats d'un projet antérieur et que vous respectez bien les critères d'éligibilité. On voit encore trop de projets, on l'a vu dans les slides tout à l'heure, qui ne sont pas évalués in fine parce que non éligibles. Donc ça, c'est la toute première étape 0, je dirais. Et ensuite, pour les projets éligibles, il y a donc une évaluation à distance qui se fait par des experts évaluateurs. À l'issue d'à peu près 9 semaines, donc, vous allez avoir une information, un retour sur cette évaluation, avec une notation qui est une moyenne des scores de chacun des critères d'évaluation des 3 experts évaluateurs. Donc, on verra que comme dans tous les projets Horizon Europe, on a 3 critères et des sous-critères, mais les 3 critères qu'on va développer dans le slide suivant. Et ensuite, une fois cette première évaluation faite, il va y avoir un ranking, si je puis dire, un classement, pardon, je vais essayer de parler en français, des propositions selon la notation donc faite à l'issue de cette évaluation écrite, avec l'objectif de passer en deuxième étape d'évaluation qui, elle, est une étape orale, donc une interview devant un jury de l'EIC. Alors, le nombre d'invités à ce jury est peu ou prou le double du budget. Enfin, c'est-à-dire qu'on prend toutes les propositions qui ont été évaluées à l'écrit, on en évalue le budget demandé, et quand on a atteint le double du budget disponible pour le call en question, on s'arrête. Ce qui veut dire qu'on invite à peu près 2 fois plus de candidats qu'il n'y a de budget. Donc avec un taux de succès à l'étape 2 qui est voisin de 50%. Et puis un objectif aussi qui est d'atteindre au moins 30% de consortiums ou PME, ce qu'on appelle women-led, c'est-à-dire dirigés par des femmes, ou ayant une femme dans le staff de direction, de gouvernance de la PME. Donc ce qui peut un petit peu augmenter le nombre d'appelés à l'oral. Donc pour cette étape 2, je vous rappelle que vous pouvez maximum être 5 à l'interview. Donc si vous êtes monobénéficiaire, ben, je dirais c'est un choix à faire parmi les membres de votre PME. Et si vous êtes dans le cadre d'un consortium, c'est là aussi un choix à faire parmi les personnes clés du consortium, sachant que ne peuvent être invitées, on le rappelle, que les personnes qui sont nommément citées comme faisant partie du projet dans la proposition. Donc là aussi, c'est une chose sur laquelle vous devez faire attention, notamment si vous avez dans le consortium ou si vous êtes monobénéficiaire, une PME qui va porter la technologie in fine, ben, faites attention à ce que l'équipe dirigeante, ou au moins le CEO, soit bien présent et partie prenante du projet, parce que ça peut souvent être ressenti comme négatif si le CEO de la PME qui est amené à porter, à développer ses résultats n'est pas présent à l'interview. Et donc, à l'issue de cette étape d'interview, donc en présence de 6 membres du jury, plus le programme manager du défi, enfin du challenge concerné lorsque vous optez pour le Transition Challenge, ben vous obtenez non plus une note, mais un go, no go. Voilà. Alors, pour mémoire, donc les critères d'évaluation, là encore, on a les 3 grands critères que l'on retrouve dans tous les projets européens de recherche et développement, à savoir l'excellence, l'impact et la qualité de mise en œuvre. L'excellence et l'impact sont notés à 4 sur, enfin, sont tous notés sur 5, mais ont un seuil d'éligibilité à 4 sur 5 et 3 sur 5 pour la qualité de mise en œuvre. Donc, s'agissant de l'excellence, 3 sous-critères, mais que l'on va être amené à développer un peu plus. Le côté rupture technologique, montrer qu'on n'est pas sur une simple incrémentation. La crédibilité, la faisabilité du développement technologique à partir des résultats du projet antérieur, mais aussi du développement commercial. Et lorsqu'on est dans le cadre du l'EIC Challenge,
bien sûr la contribution aux objectifs d'excellence qui sont cités dans le Challenge Guide. Et puis, autre critère d'excellence, la méthodologie, ce qui correspond notamment aux dimensions d'acceptabilité sociétale, d'implication des utilisateurs finaux, de sécurité, de dimension des qualités hommes-femmes, etc. Deuxième critère, l'impact. Là aussi avec des impacts crédibles, notamment les avantages économiques ou sociétaux qui sont apportés par la technologie et une préparation à l'investissement, c'est-à-dire ensuite à la phase suivante après la transition, soit via le troisième instrument de l'EIC qu'est l'accélérateur, soit via d'autres moyens d'accélération. Donc, un accent mis là aussi sur les aspects de propriété intellectuelle et de validation du marché. Et enfin, la mise en œuvre, qui représente à la fois la qualité et la motivation de l'équipe. Et pour paraphraser notre collègue de l'EIC Accélérateur, je dirais là aussi, l'équipe compte beaucoup, hein, surtout si vous êtes en monobénéficiaire. Et la complémentarité des équipes si vous êtes en consortium. Des milestones et des KPIs donc, qui permettent de se rendre compte des différents jalons qui vont être le long de votre parcours et des indicateurs de mesure d'atteinte de la performance et de vos résultats. Et puis, bien sûr, un plan de travail et une allocation des ressources optimisées. Alors, rapidement, ça, c'est les critères d'évaluation de l'étape écrite, hein, de votre proposition telle que vous allez la soumettre dans une dizaine de jours, enfin une quinzaine de jours. Pour le jury oral, c'est à peu près les mêmes critères, mais un peu simplifiés, vous voyez ici. Et sachant que là, on n'est pas sur une notation, on est sur une conviction, puisqu'on est sur un go-no-go. Voilà, donc ça passe ou ça casse, en gros, sur chacun des sous-critères. Donc, vous devez être convaincant à l'écrit, mais ensuite à l'oral également. Alors, la partie B, alors ça fait plusieurs fois que vous le voyez inscrit, mais j'y reviens là, c'est 20 pages maximum. Donc, 20 pages en ayant retiré les différents tableaux, instructions, consignes que vous retrouvez. Alors, on voit, c'est tout petit, mais que l'on voit par exemple dans l'image à droite. Et puis, sachez que au-delà de 20 pages, tout ce qui va dépasser 20 pages, ça ne sera pas lu, hein. Donc, il faut vraiment bien se respecter. Ça ne sert à rien je dirais, d'essayer de faire une écriture microscopique là, pour retenir dans les 20 pages, ça ne serait pas lu. Donc, on vous conseille donc les polices Times New Roman ou Times New Roman ou Nimbus Roman, suivant le système d'exploitation informatique que vous utilisez. Une taille minimum de 11 points, pas de lien hypertexte ou de tentative je dirais, de tout externaliser toutes les informations de la proposition, parce que de toute façon, ça ne sera pas cliqué et pas lu. Et puis, voilà, être raisonnable aussi dans les marges pour que l'idée, c'est que ça reste lisible et attractif. Voilà. Il ne s'agit pas de faire non plus un bottin de 20 pages. Il faut penser à l'aérer, à mettre peut-être des diagrammes ou des figures qui en disent plus long que 3 paragraphes de texte. Il faut que ce soit attractif, agréable à lire. Les évaluateurs, n'oubliez pas, ont peu de temps et beaucoup de propositions à lire. Alors, il convient aussi de bien préciser, donc là, vous voyez que vous devez préciser le projet initial dont sont issus les résultats sur lesquels se base votre EIC de transition. Donc voilà, vous devez inscrire le nom de ce projet. Et puis, si vous ne faisiez pas partie ou si vous n'êtes pas copropriétaire des résultats, vous devez de toute façon produire un document que vous allez, dont on vous
On vous indique ici, hein, c'est ce que vous retrouvez dans le template Letter of Rights, qui fait suite je dirais aux autres templates que vous avez vu tout à l'heure dans la partie A que vous avez expliqué, Chiara. Et donc, cette Letter of Rights, IP Rights, pardon, elle est à uploader dans l'onglet que l'on voit sur la page de garde, en fait, de votre proposition, dans le portail Funding and Tenders. Alors, rapidement, aussi peut-être pour préciser que les PME monobénéficiaires et elles seules, lorsque vous déposez un EIC de transition et que vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier d'un saut d'excellence, ou Seal of Excellence en anglais, à l'issue de la phase orale si vous n'êtes pas retenu. Alors, vous n'en bénéficierez que si vous avez coché les 2 cases qui se trouvent, enfin, qui sont ici présentées, autorisant le partage d'informations, les principales informations avec le réseau des points de contact nationaux, des membres du réseau Enterprise Europe Network ou d'autres, comment dirais-je, organisations publiques de financement, là encore dans un respect d'une certaine confidentialité. L'idée, c'est, avec ce Seal of Excellence, si vous n'étiez pas financé, c'est d'aller rechercher d'autres financements alternatifs en fléchant quelque part votre projet comme étant excellent malgré tout. Alors, ça ne vous empêche pas, si vous avez un saut d'excellence, de redéposer, hein, bien entendu. J'en profite, ça me traverse l'esprit, pour vous repréciser dans les critères d'éligibilité, on l'a dit tout à l'heure, mais je le reprécise parce que j'ai parlé du fait que les résultats soient issus d'un projet antérieur. N'oubliez pas aussi les dates, hein. Voilà, on l'a dit, mais on le redit, que vous soyez bien au 12 avril, au moment du dépôt, à au moins 12 mois d'un projet en cours ou à pas plus de 24 mois d'un projet terminé. Alors, au début pour continuer sur la partie B, pour vous guider donc dans la rédaction, ou vous guider dans le contrôle de la rédaction que je pense que vous avez déjà bien entamé, à chaque début de section, vous allez trouver une liste de questions par sous-critères. En fait, c'est tout à fait, tout simplement les questions qui sont posées aux évaluateurs et sur lesquelles ils doivent baser la réponse de leur évaluation. Donc, voilà, donc quelque part, il faut que vous vous assuriez que dans la rédaction de chacune des parties, là, on vous propose pour exemple la question, les questions qui reposent sur la section excellente, ben que vous répondiez bien à ces questions et que ces réponses doivent être évidentes. Ça ne doit pas être de l'implicite que l'on va chercher en déduction, il faut que ça soit explicite. Donc l'évaluateur, il ne doit pas avoir à aller chercher les réponses, ça doit tout de suite lui sauter aux yeux à la lecture, que vous avez bien répondu à ces éléments. Alors, on va rentrer maintenant, s'il n'y a pas de questions, vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut je vois qu'il n'y en a pas, pour l'instant. Donc, on va rentrer sur chacune des 3 sections, enfin des 3 grandes parties, en lien avec les 3 grands critères d'évaluation. Donc la première partie qui concerne l'excellence, n'oubliez pas que parmi les experts évaluateurs, vous n'avez pas que des experts ou peut-être même pas de votre domaine. Donc soyez clair et précis, n'oubliez pas de mettre la technologie dans son contexte et de ne pas utiliser un jargon qui serait peut-être compris que d'experts de votre domaine. Il faut bien décrire les différents objectifs, dès la partie excellence, sachant que tout ce qui est le plan de travail et les livrables seront dans la 3e partie implémentation. Je le disais, mais je le redis, hein, n'hésitez pas à utiliser des schémas, des images, des diagrammes qui faciliteront la compréhension plutôt qu'un long texte. Et puis, voilà, on est bien sur une transition, donc une maturation technologique. Donc, il y a bien sûr ces aspects techno, mais n'oubliez pas aussi qu'on est sur la validation de marché
marché qui sera adressé par la technologie proposée. Donc il faut avoir, je dirais, on est bien sur une validation de cette technologie qui est issue des résultats d'un précédent projet. Alors, dès la partie excellence, hein, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir étayer les dimensions de genre, de sciences ouvertes, de management des données, etc. Si pertinent aussi le principe du do not significant harm, hein, donc de non-impact sur la santé, l'environnement, non-contribution à la transition écologique, ou à l'inverse, plutôt contribution à réduire le changement climatique ou l'impact sur le changement climatique. Voilà. Faites attention aussi à rester, je dirais, dans un respect d'une certaine confidentialité par rapport à la stratégie de commercialisation postérieure, notamment si vous êtes. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est plus évident lorsqu'on est une PME monobénéficiaire, mais dans un cadre d'un consortium, peut-être attention aussi à ne pas trop en dévoiler non plus. Alors, voilà une série de questions qu'il faut se poser à la relecture, hein. Est-ce que je démontre bien l'originalité de l'approche? Est-ce que je suis sur quelque chose qui est en rupture et non pas en incrémentation? Est-ce que les avantages compétitifs potentiels que la technologie, alors même si j'ai une technologie de rupture, est-ce que cette technologie de rupture, malgré tout, m'amène des avantages compétitifs et que je les explicite bien? Est-ce que la validation, la démonstration de la technologie est convaincante? Est-ce qu'on est bien à un TRL supérieur à 3-4 en fin de projet? Est-ce que mon projet est bien axé sur du développement technologique? Mais est-ce que aussi, d'un point de vue marché visé, objectifs commerciaux, les choses sont claires et bien décrites? Les différentes applications et fonctionnalités possibles, est-ce que je les ai bien identifiées et peut-être priorisées? Les end users, donc les utilisateurs finaux, qui seront peut-être pas soit les membres du consortium, soit la PME monobénéficiaire, mais qui vont peut-être commercialiser la technologie sous forme d'un produit ou d'un service. Mais il y a peut-être aussi des utilisateurs finaux de ces produits ou services qui participent à sa validation et à sa bonne entrée sur le marché. Est-ce qu'ils sont bien identifiés et pertinents? Et puis, si vous n'êtes pas à l'origine de la technologie, si vous avez bénéficié d'un transfert des droits, est-ce que vous avez, surtout si vous êtes monobénéficiaire, est-ce que vous avez bien démontré votre capacité, alors, ou celle du consortium, mais c'est surtout la question, on la voit surtout lorsqu'on est monobénéficiaire, à bien prendre le relais sur le développement de cette technologie qui a été développée au départ par d'autres. Et puis il y a aussi le right timing, hein, comme on dit. Est-ce que j'anticipe que mon produit, mon service, enfin ma technologie va arriver à temps et répondre à un besoin sur le marché, donc peut-être par rapport à la concurrence et aux besoins du marché au bon moment. Voilà. Donc je passe la parole à Elsa et Chiara pour les autres parties. Oui, donc je prends la section impact et je laisserai après Elsa sur la mise en œuvre. Comme ça, vous avez les 3 voix sur les 3 sections pour bien faire la distinction, on va dire. La section impact, comme vous l'avez sûrement déjà compris et vu, sert à montrer le chemin de votre projet, de votre technologie. Le chemin que votre technologie va faire à partir du début du projet jusqu'à la fin du projet et après. Et de montrer que ce chemin pendant le projet est aussi fonctionnel à l'après-projet. En particulier, il est important de retrouver dans la section impact et d'expliciter bien toutes les activités qui vont permettre le développement du business model et de la technologie, donc les deux. De montrer que dès le début, il y a une analyse initiale qui permet de
étudier, analyser les marchés, les concurrents potentiels, la demande, l'acceptabilité, etc. De démontrer que cette technologie aura des avantages sociaux, sociétals, économiques pour l'Europe et aussi d'imaginer tout au long du projet des activités qui vont permettre, après le projet, d'arriver à une commercialisation, notamment des activités liées à la stratégie de propriété intellectuelle, à toutes les activités, encore une fois, de développement des business models et de la technologie, et qui vont être, on va dire, fonctionnelles aussi à l'après. C'est important de montrer que vous avez une stratégie, un plan, un schéma en tête, et que ce projet fait partie précisément du segment qui vous permet de faire avancer la technologie du point de départ vers le point d'arrivée et que c'est essentiel. Soyez précis, fournissez des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs sur toutes les activités que vous menez. Vous en avez peut-être l'habitude si vous êtes dans une entreprise, peut-être on en a un peu moins l'habitude en tant que chercheur dans le domaine public, mais c'est important de fournir des indicateurs que vous choisissez et qui permettront d'apprécier la réussite, le franchissement des étapes. Aussi l'implication de partenaires clés en dehors des bénéficiaires qui peuvent être des parties prenantes par la suite, des associations de patients si vous êtes dans le domaine des medtech, etc. Dernier point en particulier, si vous êtes sur un EIC Transition Challenge, soyez explicite sur l'alignement entre les impacts de votre projet et les impacts que le challenge vise. Parce que, du coup, votre projet sera choisi aussi en fonction de cela, sur l'alignement par rapport aux objectifs du challenge. Le dernier point qu'on veut rappeler au besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, peut-être c'est une évidence. Il y a une distinction entre la communication et la dissémination. Les actions de communication et les actions de dissémination qui sont encouragées toutes les deux dans le cadre de ces projets. Les actions de communication ont l'objet de communiquer sur l'ensemble du projet, non seulement sur les résultats technologiques ou business de votre projet. Ça peut concerner tout type d'activité et ça permet aussi de toucher un public qui est beaucoup plus large que le public visé par les activités de dissémination. En effet, les activités de dissémination visent à diffuser les résultats du projet, en particulier à des acteurs qui pourront se saisir des résultats. Se saisir pour le transfert technologique, pour la commercialisation, etc. Donc les activités de valorisation, par exemple, rentrent dans les activités de dissémination. Ah pardon, Elsa, je te laisse passer la diapo suivante, s'il te plaît. C'est fait. Tu la vois pas? Si, je pense que oui. Voilà, oui, oui. Donc, on vous laisse encore une fois une série de questions à se poser à la relecture pour essayer de relire votre partie impact avec les yeux d'un évaluateur, en fait. Est-ce que les potentiels clients et end-users sont impliqués? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que c'est explicitement écrit? Est-ce que si vous avez déjà déposé des brevets liés au développement de cette technologie, est-ce que cela a été explicité? Certains membres du consortium ont déjà une expertise dans le marché visé peut-être? Encore une fois, une question liée l'impact négatif collatéral, c'est important à prendre en compte aussi dans cette section, dans le cas d'impact négatif. Est-ce que la stratégie de communication et dissémination est claire? Est-ce que les publics sont bien ciblés? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour les actions qui sont listées, etc. Le modèle commercial futur est clair, simple, bien expliqué. Si on compte créer une start-up, est-ce qu'on a démontré qu'on a de l'expérience ou de l'accompagnement pour ce faire? Est-ce que les stakeholders, les parties prenantes de la technologie sont identifiées et
est incluse dans le projet, dans les actions qui sont menées et qui sont décrites dans la partie impact. Voici autant de questions qui peuvent vous aider à la relecture. Merci Chiara. Du coup, on va finir par la dernière partie, implémentation ou mise en œuvre, comme vous le souhaitez. Du coup, cette partie-là, ça va vraiment être la présentation des éléments qui font la construction du projet, que ce soit les partenaires, mais aussi, on va dire, les livrables, l'organisation interne, pour montrer que vous avez une structure cohérente et qui est à la hauteur des ambitions que vous avez présentées dans les sections précédentes. Donc, on va d'abord vous demander la complémentarité des compétences des partenaires, que ce soit pour la future commercialisation, mais aussi pour le développement technologique. Donc, ça veut dire quoi? Montrer le rôle de chacun, pourquoi cette entité-là et pas une autre, parce que ils sont spécialisés là-dedans, parce qu'ils ont une connaissance du marché, parce que peut-être tout simplement c'est la PME qui va exploiter les résultats par la suite. Et si vous êtes sur un projet qui est multibénéficiaire, surtout ne pas avoir de doublons. Voilà, il faut éviter les doublons, chacun a une plus-value et il faut la présenter. S'il y a une demande d'exceptional funding, alors c'est vrai que là, nous on le met, mais gardez en tête que c'est assez risqué. C'est-à-dire que exceptional funding, comme son nom l'indique, c'est un financement exceptionnel. C'est-à-dire que vous souhaitez ajouter un partenaire dans le projet qui n'est pas un pays associé ou un État membre, qui ne fait donc pas partie des pays éligibles de base pour les 3 entités légales différentes, etc., mais qui est essentiel pour votre projet dans le sens où il n'y a pas d'équivalent en Europe. C'est-à-dire que vous arrivez à prouver par A plus B que parmi les pays associés et les États membres, il n'y a aucune entité qui peut faire ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment le prouver. Et là, vous pouvez demander un financement. Et si c'est accepté, que c'est considéré comme à titre exceptionnel et qu'effectivement, les évaluateurs considèrent que cette entité est unique dans son genre, ils peuvent accepter de financer sur le budget du projet cette entité-là. Sachez que si, au moment de l'évaluation, ils considèrent que, par exemple, l'Université de Zurich, parce que ce n'est ni un pays associé ni un État membre, n'est pas exceptionnel dans son application, ils vont juste vous retirer le budget. Donc, c'est risqué aussi de se dire, si j'en avais prévu dans le budget, je ne dis pas de 2,5 millions, 300 000 à l'Université de Zurich, on vous enlève 300 000 des 2,5 millions et je ne pense pas que ce soit si aisé de les récupérer après. Donc voilà, mais si c'est vraiment essentiel dans l'essence même de votre projet et qu'il ne peut pas se faire sans cette entité, sachez qu'il y a cette option-là, mais elle est risquée. Après, sinon, dans l'implémentation, on va retrouver toute l'organisation et la structure du projet, que ce soit le Gantt chart pour montrer l'évolution des work packages, des tasks, donc en soi qui va présenter également les livrables, les milestones, pour qu'ils aient vraiment une continuité et une compréhension du déroulé de ce projet. Donc, ça peut paraître évident, mais faites-le peut-être relire par des gens qui n'ont pas le nez dans votre projet parce que c'est pas toujours simple de se rendre compte si son Gantt chart il est lisible et utile. Pareil pour le PERT chart qui doit représenter les interactions et les relations entre les différentes composantes du projet. Faites-le relire au maximum par des gens qui sont hors du projet pour voir s'ils arrivent à comprendre clairement, parce que ça va être le cas des évaluateurs, comme Chiara et Laurent l'ont déjà dit, c'est des personnes qui reçoivent beaucoup de projets à la suite. Donc en fait, ils vont pas prendre le temps d'essayer de réfléchir longtemps à ce que vous avez essayé de leur dire dans le Gantt chart. On va aussi vous demander la liste et la description des work packages. Pensez aussi aux work packages non scientifiques et techniques, management, dissémination, etc. S'il y a des questions éthiques, peut-être un work package ou du moins une sous-task sur l'éthique. Liste des livrables, donc le niveau technique attendu, il faut se mettre en tête des livrables qui sont réalistes. Alors, il faut être ambitieux, mais c'est là toute la subtilité du transition. Il faut être ambitieux, mais ne pas ne pas proposer quelque chose qu'on n'est vraiment pas sûr d'atteindre non plus. Liste des milestones, liste des risques, très important. S'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà le Pathfinder, c'est quelque chose qu'on répète, mais qui est un peu transverse de manière générale aux transitions au Pathfinder. Les risques, c'est quelque chose qui doit être identifié, qui doit être managé, mitigé dès votre dépôt de candidature. Il faut montrer que oui, vous avez en tête tous les risques que vous pourrez rencontrer. Vous pouvez présenter ce que ça engagerait comme type de risque au sein de votre projet et présenter les alternatives ou les plans que vous avez en tête.
Et puis, les tableaux relatifs au budget, donc tout simplement un budget cohérent avec les ambitions, avec le nombre de partenaires. C'est là où vous allez rentrer dans les détails. Par exemple, l'équipement que Chiara mentionnait dans la partie A, peut-être devoir le justifier pour expliquer précisément ce que c'est, cet équipement-là. Donc voici les petites questions à se poser pour checker si on est bien à jour, on va dire, sur la partie implémentation. Est-ce que le portefeuille de compétences du consortium est bien équilibré? Est-ce que j'ai une expérience préalable dans la commercialisation? Sinon, ai-je démontré comment pallier à cette lacune? Effectivement, ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'expérience, mais il faut montrer comment vous allez acquérir cette compétence ou qui est l'entité qui va vous permettre de développer ça. Est-ce que les compétences liées aux questions des risques de... Oula, attendez, on a eu un petit bug de phrase, je me rends compte, il faudrait peut-être qu'on corrige ça. Mais est-ce que vous avez pris en compte les risques, que ce soit les risques liés à la réglementation, de certification ou tout autre type de risque dans le consortium ou dans le déroulé du projet? Est-ce que vous avez bien pris en compte? Est-ce que vous avez les compétences pour les contrer, on va dire? Est-ce que les commerciaux et technologiques, les aspects commerciaux, je pense, et technologiques sont bien pris en compte? Est-ce que le processus de prise de décision au sein du consortium est clair et efficace? Effectivement, si vous n'êtes pas un projet monobénéficiaire et que vous avez plusieurs entités, surtout quand on a un moment aussi important, crucial, on va dire, dans une transition où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, où il n'y aura que, on va dire, une entité qui portera la technologie à la fin, il faut être sûr d'avoir une belle organisation et un processus de décision très clair et précis. Est-ce que le plan de travail est compréhensible et cohérent avec les objectifs, que ce soit les objectifs commerciaux et technologiques du projet? Est-ce que le budget et la distribution des hommes-mois, des personnes, ça dépend comment vous mentionnez, mais en tout cas des efforts de travail est adéquat par rapport à l'ambition des tâches décrites? Ça arrive souvent dans les rapports d'évaluation qu'il y a un commentaire là-dessus. Je considère que tel partenaire X, n'a pas assez d'hommes-mois pour considérer la nature des tâches qui lui est associée, ou inversement, il y a beaucoup de budget alors que la tâche ne demande pas tant de budget. Est-ce que les jalons sont spécifiques et mesurables? Et est-ce que mes livrables sont suffisamment techniques pour un EIC transition? Parce que là, on est vraiment sur le développement d'un prototype. Enfin, ça dépend de la technologie, mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc là, il faut avoir des livrables qui sont plus techniques que ce qu'on peut trouver pour ceux qui sont habitués peut-être au Pathfinder. Et là, on va passer donc finalement dans la checklist finale. Ça va être un résumé de tout ce qu'on a pu vous dire, mais en beaucoup plus rapide. Du coup, qu'est-ce qu'on vérifie? Déjà, l'éligibilité. Laurent et Chiara ont aussi insisté dessus, mais c'est très important. Transition, il a des règles d'éligibilité strictes. Donc, pour être sûr déjà que sa candidature soit relue et évaluée, c'est cette petite liste qu'il faut suivre. C'est est-ce que déjà, si on a un consortium de 2, c'est bien 2 entités légales différentes issues de 2 pays différents? Et pour les consortiums de 3 à 5, est-ce que je suis bien dans un consortium avec 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents et au maximum 5 partenaires? Voilà, ça on le précise. Ça rend la proposition non éligible. Ce n'est pas une recommandation, le maximum 5. L'éligibilité du projet est-elle respectée? Est-ce que vos résultats font bien partie ont bien été générés dans le cadre d'un projet qui est listé par la ISMEA? Donc, comme vous devez sûrement le savoir, il faut que les résultats soient issus d'une liste bien précise de projets. Est-ce que vous avez bien vérifié que les résultats dont vous avez le droit d'exploitation sont issus de cette liste? Est-ce que le projet en question respecte les règles des 24 mois maximum terminés ou est commencé depuis minimum 12 mois? Voilà, c'est plein de petits points à faire attention. Les activités proposées dans le projet, est-ce qu'elles sont éligibles? Attention au principe de do not significant harm. Si c'est le cas, il faut bien préciser comment vous allez l'anticiper. Est-ce que les aspects éthiques et d'intelligence artificielle ont été traités? Est-ce que si vous êtes concerné, vous avez un Gender Equality Plan? Et est-ce que vous avez mentionné aussi les parties de Open Science et Open Data, qui sont des obligations, ce n'est pas des options, c'est obligations. La checklist pour la partie A, c'est est-ce que vous avez bien mis la IP letter, enfin la lettre qui atteste le fait que vous avez le droit d'exploitation si vous n'êtes pas le propriétaire et que vous l'avez bien uploadé sur le portail. Il faut bien penser à mettre les mots-clés, les mots-clés libres, les descripteurs et le résumé. Les informations administratives des participants au projet, le budget, le tableau d'éthique si vous êtes concerné, et cohérence des informations avec la partie B. Donc, effectivement, ils ont accès à tous les évaluateurs, partie A et partie B d'un coup, donc ils verront s'il y a des incohérences.
Et puis la partie B, tout simplement, c'est le cœur, le nerf de la guerre hein, aussi, même s'il ne faut pas négliger les autres parties. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien rempli les 3 sections selon le template qui vous est fourni? Est-ce que vous avez bien respecté les 20 pages, tous les critères de mise en forme? Vous êtes bien en format PDF? Et si vous êtes concerné, est-ce que vous avez bien uploadé l'annexe des essais cliniques? Et voilà, non, pardon, ça buguait, je me disais, il restait une slide. Et puis, une fois que tout ça est fait, hein, le portail est quand même bien fait, c'est-à-dire que vous faites validate. S'il y a quelque chose qui n'est pas rempli, il va vous le dire. Alors, si vous avez mal rempli une section, il va considérer que vous avez rempli. Donc, il ne va pas vous dire, attention, vous n'avez pas mis la bonne information. Ça, c'est à vous de faire le check. Mais si vous avez oublié de remplir une section, vous allez avoir, quand vous allez faire validate, un petit pop-up sur votre page qui va vous dire, attention, il y a une erreur, je ne sais pas, formulaire éthique, voilà. Vous avez dit, par exemple, oui à une des questions éthiques et vous n'avez pas rempli le Self-Ethic Assessment, il va vous en informer. Mais ici, il vous dit pas d'erreur, tout est validé. Vous pouvez soumettre votre proposition. Vous pouvez la soumettre autant de fois que vous voulez jusqu'à la deadline, qui est le 12 avril, 17h, c'est-à-dire en général 17h, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous pouvez la soumettre, donc on vous conseille quand même de la soumettre en avance, hein, parce que s'il y a un bug, ils vont pas faire particulièrement attention. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous soumettez, alors il faut laisser quelques minutes au portail, il va vous générer votre proposition en PDF. Donc c'est littéralement la proposition que recevront les évaluateurs. Et donc ça vous permet de voir si vous avez un doute sur les 20 pages, normalement vous devrez le savoir, mais si une partie est tronquée, vous le verrez dans le PDF généré. Donc voilà, et donc ça vaut aussi bien sûr pour la deadline de septembre. Hein. Et voici quelques infos, notre site, le site de l'EIC, les replays des webinaires de l'EISMEA, le fameux Funding and Tenders Portal qui est où vous soumettez. Vous avez notre adresse générique, l'adresse générique du PCN juridique et financier, et sinon il y a des FAQ, des boîtes à outils, et à nouveau le replay de notre webinaire plus généraliste. Donc voilà. Et on peut passer aux questions s'il y en a. J'ai l'impression qu'il est full. Mais Non, il n'y a pas de questions sur Slido. Je pense qu'on on peut laisser la parole libre. N'hésitez pas à exactement ça. ouvrir les micros, les caméras. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est vraiment l'occasion, l'opportunité d'échanger avec nous si vous avez des questions et des besoins. C'est ça, on est vraiment très peu. Donc d'un côté, l'avantage, c'est que ça fait un peu cours particulier. Hein. Vous pouvez mettre vos caméras à parler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ça veut dire que c'est très clair. Ou alors que vous n'avez pas eu d'infos qui vous, qui vous satisfait. Mais n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main. Est-ce que vous êtes déjà en train de soumettre, vous comptez soumettre là pour le cut-off du 12 avril? Je pense que personne ne va prendre la parole. N'hésitez pas, franchement. On n'a pas prévu de... Ah, il y a quelqu'un qui a écrit. C'est vrai qu'on n'a pas prévu de questions sur Slido, enfin de faire un sondage. Bon, de toute façon, là, on est si peu. Oui, oui, oui. On a un projet en cours de préparation. Ok. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que sinon, on peut s'améliorer. Est-ce qu'on le fait depuis longtemps, ce checklist? Donc peut-être que s'il y en a qui sont habitués, alors je sais qu'il y a Gordana qui connaît nos webinaires, je pense, par cœur à force, qui peut les réciter avec nous, mais je ne sais pas s'il y a un type d'info qui vous intéressait, que peut-être on n'a pas pu mentionner, voir si c'est quelque chose qu'on peut ajouter. N'hésitez pas à ouvrir le micro si vous préférez plutôt il ne faut pas écrire. hésiter. Et puis après, si vous avez des questions particulières, mais que vous n'avez peut-être pas envie de partager avec tous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire et on peut faire un petit point individuel avec vous également. Parfait. Je peux me permettre de demander... oui, allez-y. Bien sûr. Bonjour, je pense que j'ai reçu la réponse déjà, mais je veux juste confirmer. En effet, le template qui est fourni, c'est dans le format RTF, qui est un format qui ne permet pas beaucoup de manipulation. On peut bien passer un Word, utiliser des images, des diagrammes, etc., tant qu'on garde les marges, la police, la taille de la police, etc. C'est ça. Oui, exactement. D'accord. La structure, et bien sûr la structure du template. Oui. Bien sûr. Même s'il y en a qui sont habitués au LaTeX,
vous pouvez aussi le transformer en LaTeX, si vous le sentez, qui est encore plus On restera souple. sur Word, c'est plus simple aujourd'hui pour ce type de document, mais est-ce que l'espace interligne, il est spécifié? Est-ce qu'on doit être à une ligne et demie, deux lignes d'interspace? C'est Simple. Il me semble que c'est interligne simple au minimum, oui. Je Après, sais si plus. vous, Je vais aller si voir vous si souhaitez c'est- aérer, je pense que c'est le minimum, hein. Après, si vous voulez utiliser un interligne 1.2, 1.5, c'est pas interdit de aérer ou d'avoir des marges plus étroites. C'est minimum des marges de ça pour ne pas aller au-delà, mais après, c'est clair, et aussi sur toute la ligne, pas sur des colonnes, par exemple. C'est bien sûr, c'est clair. Le maître mot, c'est qu'il faut que ce soit lisible et attractif. Exactement. C'est clair. Merci. Et puis, pour les graphiques, les images, dans les propositions, il y en a toujours. Parce que du coup, comme il disait Chiara et Laurent, le but, c'est de donner envie. Si c'est sans graphique pour expliquer la technologie, de toute façon, de rien que pour mettre le Gantt chart, par exemple, il faut introduire quelque chose. Mais c'est sûr que ça peut parler de mettre des schémas, des explications, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai encore une. Allez-y, de toute façon, Allez-y, je vois qu'on est allez-y. vraiment Il n'y a très pas de main levée, donc allez-y, profitez. Je profite de autant d'experts que pour moi. La question que j'avais, c'est, en effet, on est un consortium de deux entités, de deux pays différents, donc on rentre plus dans la case de deux participants, avec des technologies complémentaires. En soi-même, chacune de technologies, elle a été déjà développée à un TRL qui dépasse le TRL 4. Par contre, la solution qu'on propose, c'est de combiner les deux, ce qui n'a jamais été fait. C'est pas trivial. Et donc, pour la combinaison, en effet, la solution qu'on propose, elle est bien au TRL 4. Comment argumenter ça au mieux dans le projet? J'imagine qu'on n'est pas le seul cas de figure, hein, mais on veut s'assurer que voilà, qu'on ne se retrouve pas avec un commentaire qui dit ce sont des solutions, une des solutions est quasiment commerciale, parce que finalement, ce qu'on propose, c'est pas du tout commercial, ça n'existe pas, sauf en proof of concept. Alors, je vais donner mon avis à voir ce que Chiara et Laurent disent après. En fait, c'est un peu expliqué comme vous venez de le faire. C'est-à-dire qu'arriver à expliquer de façon claire et précise que c'est une combinaison, j'imagine, de technologies, du coup, qui n'a peut-être pas les mêmes applications, qui demande encore... En fait, il faut prouver surtout que vous avez encore besoin de développement, parce que c'est ça qui finance. Donc, si vous êtes à expliquer, vous prouvez par A plus B que vous avez encore besoin de développement technologique, que vous êtes loin d'être un prototype qui est dans l'optique du mix des deux technologies, hein, que le prototype de ce mix n'est pas du tout encore validé dans son environnement opérationnel, en soi, c'est ce que finance le transition. Donc, c'est surtout, je pense, au-delà de prouver, parce que même il faut essayer de prouver que vous êtes bien au TRL 4, c'est prouver aussi que le besoin que vous avez, le financement que vous demandez, c'est bien pour financer un transition, c'est-à-dire du développement technologique et du développement business. Voilà, je ne sais pas si Chiara et Laurent... Non, oui, dire autrement la même chose que tu viens de dire, c'est ça, c'est montrer que la combinaison de ces deux technologies est quelque chose qui est à l'état encore de concept et que le fait de les combiner répond à un autre besoin. Tout à fait, c'est bien le cas. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez profiter, parce que vraiment, il n'y a personne qui, pour l'instant, n'en pose. Nous, on avait prévu jusqu'à 11h30. Donc, alors peut-être sachez aussi, j'en profite puisqu'il n'y a pas de questions, pour dire que, rappeler peut-être que nous serons présents pour faire un entraînement au pitch pour ceux qui seront, j'espère nombreux, retenus pour inviter à l'oral. Alors il ne faut pas sachez que les dates, alors j'ai plus en tête là, peut-être si l'une d'entre vous les avez sous les yeux, mais les dates sont publiées des semaines où vont avoir lieu ces interviews, et nous on vous invite à ne pas attendre le dernier moment
pour vous dire, ah bah tiens, je suis invité dans 10 jours, on va peut-être voir qu'on regarde, qu'est-ce qu'on va présenter, etc. Donc, pensez peut-être déjà, après avoir fini votre rédaction, à qu'est-ce que vous mettriez dans le pitch deck qui vous servira pour cette interview. Préparez-vous, surtout si vous êtes en consortium, à répéter et dans les 10 jours qui vont précéder cette date d'interview potentielle, et donc à pas vous retrouver démunis, débordés à ce moment-là, etc. Peut-être prévoyez aussi qui sera présent pour cette interview, quelle personne clé. Respecter, mais sans qu'il soit exagérément faux, je dirais l'équilibre homme-femme, hein. C'est-à-dire, bah, si vous avez en effet des femmes impliquées, soit dans le projet, soit je dirais, dans la gouvernance de la PME, ou des PME qui portent le projet, bah, il peut être pertinent, qu'elles soient impliquées, mais après il ne s'agit pas d'impliquer une collaboratrice, qui n'aurait pas, je dirais, rien que uniquement parce que c'est une femme, mais si elle n'est pas impliquée dans la gouvernance, ça peut pas forcément être bien interprété non plus. Voilà, donc si je profite de ce petit moment où on est tous là et vous n'avez pas de questions, à vous inviter à penser déjà à cette étape, parce qu'on l'a vu, elle peut arriver vite, et on a déjà vu des porteurs se retrouver démunis parce que, un peu débordés à ce moment-là, et arriver la fleur au fusil, alors que ça se prépare, et ça serait quand même dommage parce que une fois que vous êtes invité, votre taux de succès, il augmente à 50% quasiment, donc ça serait dommage de passer à côté, surtout après avoir fait l'effort d'avoir fait une belle proposition écrite. Allez-y, hein. Merci. Encore, bon, je profite s'il n'y a pas d'autres questions, puisque bon, moi j'en ai plusieurs, c'est étonnant que je sois le seul. Il y a des habitués parmi les autres personnes, je pense, qui ont déjà déposé d'autres projets ou accompagné d'autres projets. Très bien. Donc, notamment pour les coûts de personnel, j'imagine que ce sont les coûts où ce qu'on rentre, c'est bien ce qu'on appelle en France les salaires bruts chargés, c'est ça? Oui, Oui, coût tout à fait. complet, brut chargé, oui. C'est la Ou dépense de employeur. l'entreprise. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. C'est la dépense de l'employeur, donc c'est brut chargé. Pour la sous-traitance, est-ce que c'est possible d'avoir un sous-traitant qui se trouve en dehors de l'Union européenne, notamment aux États-Unis? On ne fournit pas à ce stade le nom du sous-traitant parce que du coup, c'est soumis, aux règles de la concurrence, on va dire. Vous allez dire que vous allez, sous-traiter certaines tâches, ou opérations ou voilà, des aspects particuliers, mais à ce stade, il n'est pas, question de, écrire explicitement le nom du sous-traitant. Donc, mais globalement, après, une fois la mise en concurrence si le projet est accepté et tout passe, concrètement, au moment de la justification des dépenses et que, toutes les pièces, sont fournies pour la mise en concurrence, la sélection, ça peut être effectivement une entreprise aussi ou un sous-traitant qui se trouve, en dehors de l'Union européenne, sauf, erreur. Et C'est- si je peux juste ajouter là-dessus, c'est effectivement, c'est une règle, on n'a pas le droit de citer les sous-traitants. Après, dans les faits, si vous citez un sous-traitant, c'est pas grave, ça va pas rendre votre proposition inéligible. Ils vont Non. juste vous demander, en fait, à le moment de la contractualisation, d'enlever le nom. Voilà, parce que vous avez dit, c'est la société X qui est la meilleure dans le marché, on travaille avec eux depuis 20 ans, parce que ça peut aussi être un argument de dire que vous avez déjà sélectionné, c'est-à-dire que vous les connaissez, que vous avez déjà travaillé avec eux. Donc, c'est aussi ça qui est un peu compliqué des fois. Mais c'est vrai que Chiara a raison, normalement, vous ne pouvez pas, mais c'est vraiment des questions, on va dire, bureaucratiques, parce que vous n'avez pas le droit, comme il y a les règles de mise en concurrence, etc. Mais en tout cas, si vous préférez, parce que c'est un sous-traitant que vous connaissez, pour vous, c'est une plus-value de dire que ça sera ce sous-traitant, vous pouvez le mettre. Au pire, de toute façon, c'est juste, on va vous demander d'enlever le nom dans le contrat au moment de la signature. Et après, vous devrez quand même passer par la mise en concurrence. Mais peut-être que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà fait en interne et vous savez que ça sera lui comme sous-traitant. Voilà. Mais Chiara, tu fais vraiment bien de le dire parce que c'est une règle importante quand même. Mais voilà.
Et finalement, donc pour le IP letter, donc la lettre pour l'API, nous sommes l'entreprise, nous avons fait partie du consortium du projet d'origine et l'autre partenaire, c'est un institut de recherche qui ont développé du software. Nous avons développé le hardware et nous avons le brevet dessus, donc nous l'avons breveté, on l'a reçu. Donc dans ce cas-là, nous allons recevoir une licence de la part de cet institut pour commercialiser la combinaison des deux technologies. Comme l'Institut fait partie du consortium, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'une lettre, comme les propriétaires font partie du consortium. Est-ce qu'il faut qu'on fasse tous les deux une lettre? Moi, qui je dis, bon, le brevet, on le met à disposition de cette solution. Eux, ils nous donnent la licence et ils s'engagent à nous donner une licence. Et est-ce qu'il y a besoin d'une lettre dans ce cas-là? Si je comprends bien, c'est les deux partenaires de votre, enfin vous et votre autre partenaire. En fait, c'est vos propres résultats que vous fournissez. Bah non, pour moi non, parce que c'est limite du background. Enfin, je sais plus comment on appelle ça dans le contrat, les accords de consortium. C'est vous mettez à disposition des résultats le long du projet. Alors peut-être qu'il y a une licence d'exploitation. Pour moi non. Après, franchement, si vous hésitez, mettez-le. Hein. Je veux dire, de toute façon, si c'est trop, au pire, si ça prend pas trop de temps, vaut mieux avoir mis trop de lettres qui dit que vous avez effectivement le droit d'exploiter. Mais bon, voilà. Je pense que ça peut passer sans. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Très utile. Pas de souci, pas de souci. Je vois qu'il y a Office User qui veut prendre la parole. Entre-temps, peut-être juste pour vous dire, je vais vous mettre dans le chat, j'ai retrouvé l'info que je cherchais en direct en parlant. Donc, les interviews, ça va être la semaine du 19 au 23 juin pour ce cut-off. Ça veut dire qu'on imagine que vous aurez la réponse dans les tout premiers jours enfin, la première semaine de juin. Voilà. Donc, sachez que ces interviews auront lieu la semaine du 19 au 23 juin. Vous pouvez y aller. J'avais une question. C'est à propos des consortiums qui sont led par des femmes. Donc, si je comprends bien la définition, c'est donc il faut que le consortium coordinator ce soit une femme et qu'il y ait au moins donc 50% des work packages qui soient leaders qui soient des femmes. Si c'est la même personne, le coordinateur et les work package leaders, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? En fait, ça dépend de. C'est un projet monobénéficiaire ou c'est. Non, c'est deux bénéficiaires dans deux pays différents. Mais c'est-à-dire que tous les work package leaders, enfin tous les work packages sont leadés par la même personne? Je comprends pas. Non, pas du tout. Il y a des leaders qui sont différents, mais on a 5 work packages, dont 3 en tout cas qui vont être leadés par l'un des bénéficiaires, si ça fonctionne. Et ce serait la même personne ce serait le même leader de ce work package qui serait aussi le coordinateur. C'est un problème? Non, pour moi, c'est pas du tout. Il n'y a pas de règle là-dessus. En fait, c'est vraiment écrit noir sur blanc qu'il faut que le coordinateur, enfin la coordinatrice soit une femme et qu'au moins la moitié des work packages soient leadés par une femme. C'est pas précisé que les femmes doivent être différentes. Donc pour moi, il n'y a pas de. Ça reste. On rentre dans la définition de woman-led consortia pour moi. Ça marche. Merci beaucoup. Pas de souci. Ah, merci Laurent pour les dates des interviews, super. Et donc voilà, oui, comme Laurent l'a dit, on est là pour faire les oraux blancs si vous êtes invité. Donc, faut surtout pas hésiter à nous écrire à la minute où vous avez l'info, parce que c'est pas toujours nous qui avons l'info en premier, surtout quand on est sur des périodes si courtes. On n'a que 2 semaines entre l'invitation et l'interview. Donc, en soi, en priorité, ils vous préviennent vous, ce qui est plus logique finalement. Mais donc, nous, on n'a pas toujours l'info dans la minute. Donc, c'est pas mal si vous nous faites remonter direct quand vous savez si vous êtes invité. Et comme ça, on peut organiser au plus vite l'oral blanc. Enfin, au plus vite, au mieux. Parce que, comme vous en doutez, nous, on espère qu'il y a beaucoup de personnes qui passeront à l'oral. Mais du coup, faut qu'on arrive à caler ça dans nos agendas. Donc, on fait vraiment une simulation, c'est-à-dire 10 minutes de présentation, 35 minutes de questions, et après, on fait un débrief. Donc, en général, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est à votre bon vouloir si vous n'avez pas envie. Je ne vous force pas à passer l'oral blanc avec nous, mais ça fait toujours un entraînement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous prévenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas l'impression. Je vais remettre.
la petite slide de fin. Nous restons à disposition par mail au besoin. Tout à fait, pour faire des rendez-vous si vous voulez. Et le aussi. webinaire sera aussi, il a été enregistré et sera à disposition. Le replay sera à fait. disposition. Donc, Exactement. Donc, vous pourrez le consulter. Et si vous êtes intéressé, parce que pour ceux qui avaient déjà déposé et qui connaissaient les transitions sous 2022, il y avait des restrictions de resoumission. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, bonne nouvelle. Donc, faut pas se limiter. Et normalement, ce webinaire checklist qu'on fait à chaque deadline, bon, on le refera pas pour septembre, hein, parce qu'entre avril et septembre, ça va pas changer. Mais bien sûr, comme disait Chiara, il sera disponible. Donc, on vous refera un petit rappel sur les réseaux, sur nos listes de diffusion, que vous avez accès à cette vidéo en se rapprochant de la deadline de septembre. Donc, voilà. Aussi, nous n'avons pas remis ici les liens aux webinaires qui ont été organisés par la commission, par les ISMEA, des webinaires de présentation de chaque challenge de transition. Vous trouvez... si, replay des webinaires de l'ISMEA. Merci. Je pense que c'est le bon lien. Je ne sais pas si vous soumettez à des challenges. Si vous soumettez à des challenges et que vous n'avez pas écouté, on vous encourage effectivement à aller regarder ces webinaires qui présentent un peu le background de construction de chaque challenge. Et bien sûr, vous n'êtes pas intéressé par tous les challenges probablement, mais ça peut être instructif et important de comprendre ce qui sous-tend un peu à chaque challenge et pour la construction de portfolio, notamment pour les considérations de portfolio qui sont importantes dans la sélection des projets. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, si c'est tout OK, on va vous laisser là. N'hésitez pas, vous avez encore un... Bon, là, on va arrêter parce que je pense qu'on a épuisé toutes vos questions, ce qui n'est pas plus mal du coup. Mais n'hésitez pas à nous contacter quand même, que ce soit par téléphone, par mail. Ce qui est bien, c'est de contacter via PCN, hein, l'adresse PCN, comme on disait, on est tous les 3 derrière, donc c'est quand même plus pratique s'il y en a un qui n'est pas là. Et sinon, on vous souhaite bon courage pour la dernière ligne droite. Et n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à la deadline et même après si vous avez des questions encore. Donc, merci beaucoup. Bonne merci chance. à vous. Bonne journée et au revoir. Merci, au revoir.